Bonsoir à tous, merci d'être présents pour ce nouveau débat du Presse Club. Les retardataires vont nous rejoindre, j'imagine, en espérant qu'ils ne soient pas noyés avec ce magnifique temps que nous avons aujourd'hui. Donc le débat qui nous réunit ce soir a pour thème « Les journalistes sont-ils toujours des influenceurs ?» Donc nous recevons pour répondre à cette question Nicolas Arpagian, qui est rédacteur en chef de Prospective Stratégique et coordonnateur des enseignements stratégiques d'influence et lobbying à l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice à l'école militaire. Voilà une carte de visite bien remplie. Gilles Delafont, qui est responsable de l'information à Canal+. Mériadec Raffray, qui est rédacteur en chef de Perspective Entrepreneur. Et Cindy Bétan, qui est responsable marketing et communication de Scission. Alors avec le développement des réseaux sociaux, toute entreprise peut prendre la parole, exprimer ses opinions, interagir directement avec ses publics et même devenir quasiment son propre média. Parallèlement, l'écosystème des médias a subi de grosses mutations. De nombreux acteurs ont émergé, ce qui a entraîné une redéfinition des codes existants depuis plusieurs années. Dans ce contexte, la recherche des influenceurs et de l'influence est devenue le Graal de la communication moderne, car elle permet de donner plus de portée et de résonance au message des entreprises. Toute la question aujourd'hui, comme je le disais en préambule, est de savoir si les journalistes font encore partie de la donne, s'ils se considèrent comme des influenceurs ou si on les considère toujours comme des influenceurs. Donc pour tenter de répondre à cette question, je vais commencer par passer la parole à Cindy, puisque Scission a réalisé une étude en avril 2016 auprès de 500 professionnels de la com et des relations presse. Donc je pense qu'elle va pouvoir nous donner en tous les cas des éléments de réflexion à partir desquels nous débattrons par la suite. Merci Isabelle, bonsoir à tous. Oui, alors en effet, je vais commencer un petit peu par cadrer un petit peu le débat et vous expliquer un petit peu qui est Scission pour ceux qui ne nous connaissent pas. Scission, c'est un éditeur de logiciels pour les RP et l'influence. Et ça a l'air dur comme ça, mais c'est tout simplement un logiciel qui met à disposition de ses clients des bases de données journalistes, blogueurs et des modules de recherche, de veille média pour identifier ces influenceurs. En gros, on a environ 4000 clients aujourd'hui, puisqu'on a racheté hors antenne, pour ceux qui connaissent récemment. Et des clients qui nous disent, qui essayent justement d'être visibles, d'être notoires. Excusez-moi, je fais grésiller. Vous m'entendez toujours ? Bon. Donc des clients qui essayent d'avoir plus de visibilité, plus de notoriété, qui nous posent beaucoup de questions sur aujourd'hui avec le web, les réseaux sociaux, la presse, comment on fait finalement pour développer sa notoriété. Donc, toujours à l'écoute, Scission a mené une étude et on a voulu un petit peu savoir finalement ce que c'était l'influence. On a interrogé des communicants de toutes sortes, des communicants des RP, des gens de la communication, des gens du marketing, pour savoir quelles étaient leurs pratiques de l'influence et pour voir s'il y avait vraiment une différence entre ces métiers aujourd'hui. Et vous allez voir que certaines réponses sont assez étonnantes. Mais pour ouvrir le débat, ce que je vous propose, c'est de regarder déjà quelques chiffres d'une étude qui nous venait sur des journalistes et des réseaux sociaux, sur leur pratique des réseaux sociaux. Et l'étude montrait que 91% des journalistes utilisaient les réseaux sociaux dans le cadre de leur travail, que 42% des journalistes y cherchaient des idées d'articles, et que 55% utilisaient les réseaux sociaux pour réaliser une veille sur leur sujet de prédilection. Et alors, j'ai eu cette question de certains de nos clients qui m'ont dit, ils ont l'impression qu'il y a eu un renversement du pouvoir de prescription. C'est-à-dire qu'à l'époque, et quand je dis à l'époque, c'est pas si vieux, je vous parle d'il y a 10 ans, le journaliste choisissait les sujets qu'il voulait mettre en avant. Il recevait un certain nombre de communiqués de presse et puis il choisissait les informations qui lui semblaient pertinentes. Aujourd'hui, on a l'impression, pour certains, et il n'y a pas forcément que du faux quand on voit ces chiffres, que c'est Twitter qui va donner au journaliste le ton et qui va lui dire les sujets dont il va falloir qu'il parle. Donc,
Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce qu'aujourd'hui, le pouvoir de prescription a changé? Est-ce que c'est Twitter, finalement, qui décide ce dont les journalistes vont parler concrètement? Est-ce que vous le ressentez? Est-ce que vous mettez en place des systèmes de veille dans vos médias pour savoir de quoi le public a envie de parler? Et puis finalement, est-ce que les journalistes le vivent bien, ce renversement de pouvoir de prescription, en tout cas s'il a lieu? Gilles. Oui. Alors, une petite chose. Effectivement, le journaliste a perdu 3 monopoles au cours des dernières années. Il a perdu le monopole qu'il avait de sélectionner l'info. Ça, c'est ce que tu viens de dire. C'est-à-dire de dire, l'info, c'est ça. C'était le journaliste qui décidait. C'est plus le cas aujourd'hui. Le deuxième monopole qu'il a perdu, c'est celui de raconter l'info. Ce monopole-là, il l'a perdu. Il y a d'autres personnes qui le font et qui peuvent le raconter. Et enfin, le troisième monopole qu'il a perdu, c'est celui de la diffusion de l'info. Donc, effectivement, la perte de ces 3 monopoles a entraîné, alors, ce que tu qualifies de renversement du pouvoir de prescription. Je ne suis pas tout à fait sûr, mais il est beaucoup plus assujetti, le journaliste, à ce qui peut être décidé par, effectivement, les relations publiques. Il est beaucoup plus... Il y a un chiffre qui est très important à comprendre, c'est qu'il y a 30 ans, il y avait, dans les démocraties occidentales, un journaliste pour un homme des RP. Aujourd'hui, il y a un journaliste pour 4 personnes de RP. C'est-à-dire que la prépondérance des RP devient énorme. Enfin, un dernier petit mot, je voudrais tempérer un petit peu ce que tu dis quand tu dis c'est Twitter qui va donner aux journalistes le ton, parce que ce qui est mis sur Twitter, très souvent, émane de sources journalistiques. C'est-à-dire qu'on se mord la queue. Si tu regardes, par exemple, l'information qui est aujourd'hui sur Internet, à 95%, c'est la même publiée au même moment et par les mêmes gens, c'est-à-dire les agences, les grandes agences mondiales. Donc, moi, je me rappelle être arrivé en studio, en plateau avec les jeunes générations qui arrivaient avec un téléphone portable, parce que moi, je trouvais complètement louf. Ils arrivaient avec leur téléphone portable et avec Twitter, et j'ai dit, mais pourquoi tu amènes un téléphone portable? On ne sait jamais, il peut se passer un truc. Bon, d'accord. Et alors, boum, il y avait effectivement un truc Twitter, mais qui était quelqu'un qui retweetait une dépêche d'agence. Donc, je pense qu'il faut aussi tempérer un petit peu l'idée que Twitter devient vraiment le prescripteur. Alors, je peux peut-être apporter un élément d'éclairage qui est aux antipodes de celui qui vient d'être décrit, très intéressant. Il y a plusieurs types de journalistes, je commencerai par cette remarque, et plusieurs types de supports. Donc moi, par exemple... Pardon, c'est bon ? Moi, je travaille pour un mensuel presse-papier, on travaille pour des entrepreneurs, on fait plutôt de l'éclairage, de la remise en perspective. Et là, pour le coup, Twitter, pas Twitter, pour moi, c'est vraiment pas un phénomène. Et alors, la sélection des articles ou des thèmes que l'on va traiter, eh bien, je pense que la priorité, c'est la priorité de tous les journalistes de toujours. C'est l'actualité, évidemment, qui influe, d'une part, et d'autre part. Et là, on rentre dans l'influence. C'est le choix du journaliste qui continue à être le vecteur de ce choix. Et là, et pour le coup, pour moi, il n'y a pas beaucoup de différence avec ce qui se passait il y a quelques années, à l'époque d'avant, comme vous disiez tout à l'heure. Voilà. Je pense qu'il faut déjà distinguer, effectivement, si on prend l'exemple de Twitter, garder à l'esprit que Twitter est une démarche personnelle, c'est une démarche individuelle d'une personne qui va déjà être décidé d'être présent, je parle du journaliste, d'être présent ou non sur Twitter, et ensuite d'avoir sélectionné, on ne peut pas tout suivre de tous les domaines, et donc effectivement il va à un moment identifier des sources qu'il va considérer comme, sinon légitimes, en tout cas utiles et intéressantes à suivre. Donc déjà il va falloir faire en sorte, si on veut influencer l'influenceur que serait le journaliste, essayer d'apparaître dans son champ de priorité comme étant un compte ou une entreprise ou une administration ou une personnalité qu'il s'agirait de suivre. Parce que si on n'est pas suivi, effectivement, c'est la première difficulté. Pour compléter les disparitions, ou en tout cas les dissolutions de monopoles que mentionnait Gilles, juste, je souhaiterais quand même en ajouter un qui a également son importance, c'est-à-dire que le journaliste a également perdu le pouvoir de l'agenda, le pouvoir du timing. C'est-à-dire, avant, effectivement, il sélectionnait l'information, il choisissait l'angle de cette information et il décidait le moment où il allait
allait en parler. Alors on l'a vu hélas dans une actualité tragique, mais vous voyez que dès lors qu'une initiative est mise de mettre des contenus sur Internet, la question dans les rédactions va être plutôt de courir après, de se dire est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, est-ce que nous d'ailleurs on est contraints à certaines lois auxquelles ne sont pas contraints celles et ceux qui mettent en ligne sur les réseaux sociaux. Et donc effectivement, on va s'apercevoir qu'une entreprise ou un mouvement, quel qu'il soit, politique, spirituel, confessionnel, ce qu'on veut, va pouvoir dire je vais mettre en ligne quelque chose qui va susciter une actualité, et cette actualité, elle n'aura de véritable existence qu'à partir du moment où il y aura la caisse de résonance que constituent les médias historiques ou les médias conventionnels. Et donc on voit bien que la force du réseau social, c'est un peu l'étincelle, c'est-à-dire que c'est pas forcément, d'ailleurs on l'a vu avec certains sites en faveur du djihad notamment, qui avaient été créés très très récemment, ils n'avaient pas une grande audience, avec un petit nombre, mais il suffisait qu'un certain nombre d'influenceurs ou de personnes ayant accès aux grands médias aient pu signaler la mise en ligne de tel ou tel contenu sur ces comptes tout récemment créés, pour faire en sorte de leur donner une existence sans commune mesure par rapport à la petitesse de leur émission ou de leur histoire, de le caractère très récent de leur création. Et donc, effectivement, ça bouscule l'agenda. C'est-à-dire que quand quelqu'un va décider de mettre en ligne, en fait, les forces en présence du théâtre médiatique vont se repositionner, de dire effectivement, est-ce qu'on en parle, sous quel angle, etc. Donc c'est vrai que le fait de ne pas maîtriser l'agenda fait effectivement que ça altère le pouvoir, puisque effectivement, la maîtrise revient davantage à l'émetteur de quelque chose qui attirera l'attention. Et c'est là où un des éléments aussi importants, c'est que c'est pas tout d'être publié, c'est pas tout que votre information soit disponible sur la masse qu'est l'Internet, si on parle des médias numériques. La question, c'est aussi qu'elle soit accessible, qu'elle soit visible. Vous pouvez avoir le meilleur des textes, la meilleure des informations. Si elle n'est pas bien référencée, si le moteur de recherche qui est devenu la porte d'entrée naturelle et d'accès à l'information n'a pas remonté, sélectionné, parce que votre média n'est pas considéré comme suffisamment sérieux au titre des grands moteurs de recherche, effectivement, l'existence sera vaine, puisque elle ne sera publiée mais non lue. Donc c'est vrai que c'est une dimension de ce nouvel écosystème qui effectivement fait que, d'autant plus que les médias, c'est juste pour finir, ont désormais décidé de ne pas forcément mettre en avant des individus, mais plus des marques, des chaînes. Vous ne pourrez peut-être pas citer des journalistes de LCI, tous les journalistes de LCI, tous les journalistes de BFM TV ou tous les journalistes de iTélé, parce que, hormis quelques individualités, on a mis en avant des médias et pas tellement des individus, des personnalités que l'on est chargé ou que l'on a l'envie de suivre. Peut-être un petit mot encore pour être en décalé avec ce qui vient d'être dit. Moi, je suis tout à fait intéressant, mais Pardon. Ouais, mais c'est ça qui fait la richesse des débats. Je crois que la multiplication du nombre de sources d'informations redonne au contraire une certaine forme de pouvoir aux journalistes, en fait. C'est-à-dire qu'on se trouve dans un magma d'informations. Et dans ce magma-là, en fait, le job du journaliste, c'est-à-dire influenceur, reste le même et même renforcé. C'est à lui justement d'apporter la plus-value, de faire le tri. Et en ce sens-là, à mon avis, il intègre évidemment tout ce qui vient d'être dit, c'est évident. Et plus le média est instantané, plus la force de ces nouvelles façons de communiquer est importante. Mais le journaliste justement garde toute sa place pour faire le tri et donc pour influencer. Un petit mot je vais donner un exemple pour revenir sur ce que tu disais sur Twitter. Richard Branson, PDG de Virgin, il avait l'habitude de recevoir les journalistes, en général dans son île, un moustique, là, pour leur expliquer à quel point il faisait le bien de l'humanité, etc., etc. Il devait organiser tout ça. C'est encore il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, il a 1,6 million de likes sur Facebook, 4,4 millions de followers sur Twitter, et 6,3 millions de relations sur LinkedIn. J'ai une question. A-t-il encore besoin de passer par les journaux ? C'est exactement le genre de question que j'aurais voulu vous poser. Il a du métier, hein, c'est terrible ces journalistes qui posent des questions. Non, mais c'est exactement le cadre du débat. Nous,
on a des clients qui sont malheureusement pas tous Apple ou Richard Branson. Donc effectivement, ils ont l'impression, parfois, ils me disent que, en gros, que les journalistes s'intéressent à ceux qui n'en ont pas besoin. Et du coup, parfois, ça les énerve un petit peu parce que la petite PME qui aurait justement besoin de médiatisation, elle est pas, le téléphone ne sonne pas quand il envoie un communiqué de presse, alors que d'autres, avec les médias sociaux, ont déjà une médiatisation et n'ont pas besoin qu'on en rajoute. Et c'est vrai que ce que j'entends beaucoup chez mes clients de plus en plus, les attachés de presse, prioritairement quand même, c'est ce côté, mais vraiment, ils ont l'impression que c'est, encore une fois, que c'est Twitter qui décide et qu'elles auront... excusez-moi, je les mets tout le temps au féminin, c'est une erreur, et ils ont l'impression que, quelle que soit la qualité de l'information, du communiqué, ils n'arriveront pas à être repris si finalement ils n'arrivent pas à faire le buzz eux-mêmes. Et je vous avoue que Cision a été sponsor des trophées RP Stratégie l'année dernière, il y a 2 ans, et que tous ceux qui ont gagné ce prix de la meilleure campagne RP sont passés par la case réseaux sociaux avec un jeu, en l'occurrence c'était le dernier Astérix l'année dernière, avec sa BD qui avait fait un jeu sur les réseaux sociaux où on devait se déguiser en Gaulois, en Romain. Bref, ça avait buzzé, tous les journalistes avaient repris un petit peu cette info et du coup, ils ont une super couverture média. Mais est-ce que c'est pas finalement le rôle des journalistes aujourd'hui d'aider ceux qui ont besoin de cette médiatisation? Est-ce que ça, vous faites la part des choses? Je voudrais revenir à ce que tu disais. Moi, je suis tout à fait d'accord quand tu dis que les réseaux sociaux rendent encore plus nécessaire cette espèce de... c'est pas un arbitrage, mais de mise en perspective que doit faire le journaliste. Mais je trouve que tu fais quand même abstraction du fait que c'est de moins en moins possible pour le journaliste. Alors peut-être que dans ton secteur, qui est quand même une niche, tu as encore le temps, la capacité, mais ce qui se passe, et ça va rejoindre ce que dit Cindy, pourquoi effectivement les journalistes ne parlent que des grosses marques et pas forcément des petites PME? Mais parce qu'ils n'en ont plus le temps et plus les moyens. Le journaliste a vu ses rédactions s'atrophier. C'est-à-dire que tu avais à un moment, je vais te donner un exemple très simple, tu avais un service, par exemple, énergie renouvelable dans un journal, ou énergie. Bon. Et puis, comme la presse va pas bien et qu'elle a perdu son autonomie financière, ce service s'est réduit à la portion congrue et c'est devenu le service économie, tout bête. Il n'y a plus énergie en tant que tel. Donc il n'y a plus de spécialiste énergie. Et le spécialiste, le service économique, quand il doit traiter une information justement qui touche à l'énergie, il va être, alors comme il a en plus 2 autres trucs à faire sur la loi Macron, les machins, les trucs, les bidules, parce qu'il doit nourrir non seulement la presse écrite, mais on lui dit aussi de faire le web, et puis on lui dit de faire une petite caméra, et puis donc le gars il n'a pas le temps, pas de moyens, et c'est là où la puissance des RP entre en jeu, parce que arrive avec un communiqué tout fait, bien foutu en général, par d'anciens journalistes qui ont rejoint la com, voilà, et qui disent, voilà, sur l'énergie, attends, on a un truc vachement bien, parce que là, tu vois, c'est ça. Et le gars, il va faire, ah, ok, c'est super, je le prends. Parce que ça va être une grande marque qui a un grand pouvoir et qui a des communiqués bien foutus, en général, et suffisamment... comment dire, je dirais pas objectif, mais enfin suffisamment bien foutu pour que ça puisse passer. Et la petite PME dont tu parles n'a pas les moyens de se payer ça. Donc très souvent, tu as des journalistes qui n'ont pas cette capacité de pouvoir refaire de la remise en perspective. Et quand je dis ça, je parle de grands journaux économiques que tout le monde connaît et où ça se passe comme ça. Et moi, j'ai vu une fois un ancien journaliste qui travaille dans une grande agence, et je lui fais, tu fais de la com? Il me dit non. Je lui dis, bah si, tu fais de la com? Il me dit non, je fais du journalisme, regarde, ça c'est mon communiqué de presse. Et il m'a montré un grand journal économique que je ne citerai pas, où le communiqué était reproduit in extenso. Le gars, il n'a pas le temps, il n'a pas les moyens, et puis bon, il a un communiqué qui arrive qui n'est pas trop mal foutu. Le cœur du débat, à mon avis, il est là. Pour aller dans le sens de ce que tu viens de dire, aujourd'hui, à partir de 20h le soir, il y a des grandes rédactions qui font appel à des agences de presse pour nourrir les sites internet. Je cite pas les noms parce que là, je peux pas. Mais voilà. Ça, c'était la première remarque. La deuxième remarque, comme il y a différents types de journalistes, il y a aussi différents types d'entreprises. Je crois qu'en fait, le basculement est totalement opéré en ce qui concerne les grandes entreprises. Ça, c'est clair. Les grandes entreprises, en fait, elles ont parié sur la désintermédiation.
avec à mon avis des risques. C'est-à-dire que quand tout se passe bien, qu'elle maîtrise, il n'y a aucun problème. Et quand il y a un choc, une crise ou une sortie de route, là, le journaliste reste très intéressant. Le problème, c'est qu'elles ont tendance peut-être à ne pas, à ne pas avoir assez investi. Enfin, c'est un autre sujet. Et pour les petites boîtes, là, pour le coup, les services de RP classiques, à mon avis, c'est ça qui reste encore dominant. Et là, on tombe dans un autre problème qui est le RP low cost, en quelque sorte. C'est ça, ouais. C'est-à-dire qu'on n'a plus en face de nous, journalistes, on n'a plus en face de nous des professionnels des RP, mais on a des stagiaires, des gens qui tournent dans les agences, qui font un coup ici, un coup là. Moi, j'en ai régulièrement, comme j'ai un nom breton, un prénom breton, je les entends qui découvrent mon nom au téléphone. Bon, vous voyez un peu l'effet que ça fait. Quant au nom du magazine, ils n'ont jamais entendu parler, ils savent même pas de quoi on parle. Et ça m'arrive, je dirais, une fois par semaine. Et ça, c'est le low cost, c'est-à-dire qu'en fait, les marchés sont cassés. Et donc vous avez une prestation très très basse, et donc c'est forcément vous en avez pour votre argent. Mais sur le low cost, tu le retrouves chez les journalistes. J'ai travaillé longtemps avec e-télévision, et il y a eu cette fameuse histoire, vous savez, du stagiaire chargé du bandeau d'e-télévision. Tout le monde en a parlé. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de fric, donc on prenait des jeunes stagiaires. Il est chez BFM maintenant, non ? Oui, voilà. Comme c'est le truc qui embêtait tout le monde de faire le bandeau, on dit tiens, tu vas faire le bandeau. Donc ça donnait le Premier ministre, premier avec AY, enfin, et il y avait 3 fautes par bandeau. Et c'était pathétique parce qu'en fait, les gens n'avaient pas compris que c'était la première chose que lisait le téléspectateur et que du coup, ça lui montrait d'un seul coup la paupérisation, la low-costisation, je ne sais pas comment on dit, de ce métier et de tout ça. Il y a un problème économique vraiment à la base de tout ça. En fait, il y a une prime à la marque. Pourquoi ? Parce que il faut garder à l'esprit que la presse est passée d'un métier qui était mesuré a posteriori et longtemps a posteriori. Les audiences de la télévision, pendant très longtemps, et encore largement aujourd'hui, se mesurent le lendemain. Là, pour la télévision classique, les audiences de la presse écrite se mesurent des mois après, la radio également. Et alors qu'on est passé maintenant à l'instantanéité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une chaîne de télévision peut, grâce aux box des opérateurs télécoms, savoir en permanence le public des box qui se connecte et combien de secondes il reste connecté. On a évidemment les audiences des sites internet, et c'est vrai qu'à ce moment-là, étant donné qu'effectivement le timing s'est resserré, la prime c'est de donner le temps d'explication se restreint, puisque la personne sait qu'elle est notée, jugée en permanence sur la performance de la délivrance de son message, et donc effectivement l'explication de texte autour de la PME fut-elle, alors soit on est dans l'exercice attendrissant de dire ah on s'intéresse small is beautiful, et c'est un peu comme quand on s'intéresse aux femmes le 8 mars et aux amoureux le 14 février et au chocolat à Pâques, c'est-à-dire qu'à un moment on va dire ah il y a la journée de l'entrepreneur, on va s'y intéresser ou de la PME, et là effectivement on descend de manière un peu bienveillante, mais bienveillante un peu avec un peu bonasse, c'est-à-dire le côté qui confine presque à l'infantilisation. Ah, on va s'intéresser aux petits le temps d'une séquence. Il n'empêche que effectivement, on cherche avant tout l'efficacité. L'efficacité, c'est là où effectivement après ça génère la venue du bon client. C'est de dire on va plutôt parler des cas que les gens identifient, que les gens comprennent, qui vont parler à des gens sur des zones géographiques étendues et sur lesquelles effectivement l'effort d'assimilation sera limité, puisque ça évoquera forcément quelque chose, même si le périmètre est ne correspond pas totalement, puisque le monde évolue et que les contraintes ne sont pas forcément les plus récentes. Mais c'est vrai que, étant donné qu'il y a cette épée de Damoclès, enfin cet élément de notation en continu et quasiment immédiat, ça donne une prime effectivement à ce qui demande qui va avoir le moins d'impact, parce que le temps de faire l'explication de contexte sur c'est quoi cette entreprise dans un secteur innovant, une petite entité, il va falloir raconter une histoire autour, ça demande du temps, et le temps de cerveau disponible bien connu, effectivement se raccourcissant, souvent on se dit attends, tu vas les perdre avec une histoire comme ça, il faut aller directement, et c'est comme ça que vous arrivez d'ailleurs à des entreprises qui finissent par être présentées comme étant l'Uber de quelque chose. Vous êtes l'Uber de la distribution de sandwich, ou le Uber du pressing, ou l'Uber de, ce qui n'est pas forcément d'ailleurs tout à fait précis et tout à fait vrai, mais on dit oui, mais tu sais, c'est le Airbnb de la chose. C'est-à-dire qu'on a un concept qui est déjà mou et qu'on va coller sur une réalité méconnue. Donc vous vous doutez bien de la précision finale du tableau va être un peu discutable. Et c'est vrai que ça, c'est un élément important toujours dans l'économie du système qui n'encourage pas non plus à prendre ce temps d'investigation, ou en tout cas d'identification d'acteurs qui ne sont pas ceux déjà connus du public. Alors peut-être, toujours pour compléter ce qui vient d'être dit, tout ça c'est vrai,
il n'empêche que les grandes entreprises ont ce luxe de pouvoir tout de même investir et entretenir en fait des relations avec des journalistes. Alors c'est vrai que c'est la crème de la crème en quelque sorte, ceux qui sont vraiment les premiers influenceurs qui travaillent dans les très grands médias et qui ont des noms. Et en fait, vous découvrez au hasard des livres, vous découvrez au hasard des conférences que en fait les grands patrons reçoivent régulièrement à leur table ou pour un petit déjeuner des journalistes avec lesquels ils entretiennent des relations informelles de compréhension mutuelle. Et c'est vrai que ça complète bien en fait comment dirais-je, l'invasion des réseaux sociaux. Donc d'un côté on a les réseaux sociaux et de l'autre on a quand même au niveau des très grands groupes des gens qui continuent à investir auprès des journalistes. Je pense que mon confrère de Canal+ me démentira pas. Non, c'est vrai. Mais ça fait tout à fait partie des trucs d'influence, absolument. Mais je reste convaincu quand même que le journaliste a perdu énormément de sa marge de manœuvre. D'abord économiquement, ensuite à cause du temps, ce que disait mon voisin, et de la conjonction de ces deux contraintes. Ça m'évoque quelque chose que j'ai lu et que je trouve assez délirant. Le Daily Telegraph à Londres, qui est assez en pointe sur toutes les questions digitales, a désormais installé une espèce de vaste rédaction ouverte avec un gigantesque écran. Et sur cet écran, il y a affiché en temps réel les trending topics, c'est-à-dire en gros les papiers les plus lus. C'est-à-dire que les journalistes qui sont en train d'écrire leurs papiers voient en temps réel le classement des papiers les plus lus. Donc forcément, ça veut dire que on pousse à faire un papier qui doit être absolument lu. Donc forcément, dans la rédaction, ça influence et votre choix de papier et aussi et la titraille et ce que vous allez écrire. Or, moi, je me rappelle, avant d'être à Canal, j'étais au journal du dimanche et je faisais une petite chronique de politique étrangère. Et un jour, il y a un monsieur très bien qui est venu d'une boîte de com ou de je sais plus quoi de pub pour nous faire un vu-lu, c'est-à-dire ce qui était lu et vu par les lecteurs. Et moi, j'avais découvert que ma chronique, c'était le plus faible taux de lecture. Et donc je m'étais dit je vais me faire flinguer, j'ai probablement plus de chronique demain matin. Et heureusement j'avais à l'époque un directeur de journal qui en était encore un, il y en a plus beaucoup mais il y en avait encore un, il s'appelait Alain Genestar, et il m'a dit non, je vais pas flinguer ta chronique parce que tu as le plus faible taux de lecture mais tu as le plus fort taux de satisfaction. Ils avaient probablement dû interroger ma mère, mais donc il y avait encore cette réflexion-là, et je pense qu'elle n'est plus possible aujourd'hui. On va privilégier le papier le plus vu. Alors, pour finir un petit peu sur cette étude sur les réseaux sociaux, les chiffres vous donnent complètement raison, notamment sur la presse online, qui peut être mesurée justement, 24 heures après la diffusion du papier. Et c'est vrai que ce sont des journalistes qui sont beaucoup plus sensibles aux réseaux sociaux, beaucoup plus sensibles aux Twitter Topics et Trends. Donc il y a vraiment ce côté notation qui perturbe le travail du journaliste. Et concrètement, vous avez un petit peu abordé le sujet avec votre exemple anglais. Est-ce qu'il y a des nouveaux métiers dans les éditions, des espèces de community managers ou des gens qui font des veilles sur les réseaux sociaux, qui viennent avec vous le matin en vous disant on parle de ça. Comment ça marche maintenant ? Alors, écoute, c'est une bonne question. Moi, je suis dans un bureau où je suis l'incarnation du vieux journaliste qui a commencé avec le Telex en 1983 à Beyrouth. Donc, ça fait un peu vieux con, mais avec le recul, je trouve ça assez sympa. Ça avait des côtés sympas, puis le belin des photos. Il fallait envoyer une photo, ça prenait 3 quarts d'heure. Alors vous essayez d'expliquer ça à un jeune, il vous regarde comme si vous sortez de la famille Pierre à Feu. Et on m'a flanqué à côté de moi une charmante jeune demoiselle qui arrive de LA, où elle avait fait un stage. Elle est vachement bien, hein, elle a 26-27 ans et elle est community manager. Et alors ils se réunissent avec des geeks comme elle, et pour moi, je sais pas, c'est les négociations sur l'ex-Yougoslavie, quoi. Moi, je ne comprends rien de ce qu'ils disent. Ils mesurent des trucs qui me paraissent totalement inutiles, mais comme ils sont bien payés et que son bureau s'agrandit, je me dis que forcément, ça doit servir à quelque chose. J'ai quand même le sentiment, malgré tout, qu'on est dans un univers qui n'est pas encore figé, cet univers-là. Et moi, quand je parle avec des spécialistes, on me dit que la démonstration sera faite sous peu,
de l'invalidité totale d'un business model média sur Internet. C'est-à-dire, on ne peut pas gagner de l'argent avec un média sur Internet. Et un jour, Si vous pouviez arrêter de couper toutes mes questions avant que je les pose. voilà. C'est tout. Je dis plus rien, promis. Alors après, le problème, c'est qu'effectivement, et ça revient, ce que Gilles évoquait tout à l'heure, le problème, c'est la définition du média. En évoquant tout à l'heure Richard Branson, c'est est-ce que Richard Branson a besoin encore d'un média? La question, c'est que, en fait, le problème, c'est, je reviens à mon mélange des deux, le temps de cerveau disponible, et ce que c'est qu'un média. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, en temps de fréquentation, les réseaux sociaux deviennent effectivement des médias à part entière. Alors, ils n'ont pas... On passe pas par des commissions de carte de presse, on passe pas par un abonnement, mais effectivement, dès lors que la page de Google News ou de Yahoo Actualité aura référencé les articles, effectivement, ça devient le nouveau kiosque et la nouvelle porte d'entrée. C'est vrai que jusqu'à présent, la question effectivement qui se pose, et on voit avec les réserves financières, les acquisitions de grands acteurs de l'Internet qui achètent vraiment des acteurs, enfin en tout cas des spécialistes, des niches, des segments sur Internet, d'entreprises qui sont sur des niches. L'achat par exemple de LinkedIn par Microsoft, je vous assure que quand vous regardez ce que fait LinkedIn maintenant en information économique et le recrutement des gens de LinkedIn, de l'entreprise LinkedIn, en tout cas, le marché des cadres et de l'information économique, aujourd'hui, vous avez un certain nombre de gens qui utilisent, dès lors qu'ils y vont pour leur carrière, ils utilisent ça comme étant un vecteur d'information. Par contre, et c'est là où le moteur de la culture du moteur de recherche est en train sinon de s'imposer, en tout cas de devenir plus présente, c'est que ce qui compte, c'est effectivement la manière dont le papier a été écrit de manière à monter dans les résultats de recherche. Et ce qui veut dire par là, c'est que les gens regardent dans un deuxième temps seulement le support dans lequel l'article a été publié, et deux, accessoirement, qui est l'auteur de l'article. Et donc c'est vrai que et c'est comme ça d'ailleurs qu'on voit certains publics rédactionnels strictement publicitaires mis sur des sites internet de médias se retrouver dans les bons classements de Google News ou de Yahoo Actualité, ce qui n'a pas de sens puisqu'on n'envisagerait pas d'habitude, à froid, dans le cas d'une revue de presse faite par un organe spécialisé, on n'envisagerait pas de sélectionner le public rédactionnel sur la démocratie africaine sponsorisé par ce grand news magazine auquel je pense, près d'ici, et qui effectivement se pose la question de se dire tiens, effectivement on ne le mettrait pas dans une revue de presse. Vu de l'algorithme, vu d'Internet, c'est un contenu, si beaucoup de gens le regardent, effectivement, il va remonter. Et donc on va s'apercevoir que la prise en compte de ce savoir fait que des acteurs de l'information ne sont pas forcément des médias. C'est pour ça que c'est très important, parce qu'à partir du moment où vous regardez le temps passé par un jeune ou un jeune adulte sur sa page, sur sa timeline Facebook, très sincèrement, c'est autant de temps qu'il ne passe pas à lire ou devant un écran de télévision. Et d'ailleurs, la notion même d'écran de télévision étant quelque chose qui est éminemment discuté de la part de quelqu'un qui passe du temps devant un écran. Pour lui, effectivement, pour elle, c'est pas forcément un écran de télévision et il n'a pas forcément l'impression d'être dans des séquences différentes entre je regarde ma timeline Google, Snapchat éventuellement avec mes contacts et mes relations par rapport à le temps d'ouverture ou de lecture d'un journal ou d'un média à part entière. Il y a toujours un problème aussi, quelle est la cible, parce que si c'est le grand public, si c'est B2C, si c'est quelle est la cible de l'influence. Il y a aujourd'hui tous les grands journaux continuent à publier des papiers exclusifs sur le papier, et ensuite peut-être ils le mettent sur le site internet. Donc il faut voir aussi quelle est la cible. Il y a un problème, il y a une question de cible qui rentre en ligne de compte pour savoir si les réseaux sociaux, ces nouveaux médias émergents sont des médias qui sont influenceurs, de quelle manière et à qui on s'adresse, je pense. À part que quand tu as un lectorat de plus... Enfin, tu as des utilisateurs qui se comptent en millions, ça reste de toute façon beaucoup plus large que l'audience d'un média. Enfin, il n'y a que la télévision encore aujourd'hui dans les grands médias hertziens qui est capable de rivaliser en termes d'audience. Oui, une chose intéressante que tu as mentionné, en fait, ce qu'on appelle le brand content, c'est-à-dire le fait que maintenant, des journaux comme le New York Times, comme le Guardian, comme Le Monde font du brand content, c'est-à-dire des articles sponsorisés. Même le Wall Street Journal. Je vais vous donner un exemple très simple. Le Wall Street Journal a publié une série d'articles, tout à fait d'ailleurs corrects, sur l'économie de la cocaïne, mais cette série d'articles venait en support
de la série de Netflix Narco. C'est-à-dire que pour intéresser les gens à la série de Netflix Narco, le Wall Street Journal a une rédaction dédiée qui a rédigé des papiers, alors avec tout ce que ça présuppose d'inconnu, ce que tu as souligné ou c'est toi qui l'as souligné, c'est-à-dire que ça remonte dans les revues de presse, alors que c'est pas forcément un contenu qui au début émane précisément d'un choix journalistique. Et c'est ça qui, je crois, est important. C'est-à-dire que quand on dit est-ce que les journalistes sont toujours des influenceurs, j'ai réfléchi un petit peu, je me suis dit c'est toujours des gens qui valident. C'est-à-dire ce qu'on achète aujourd'hui du journaliste, c'est plus son contenu, on achète la marque. C'est-à-dire qu'on veut un papier dans les Échos. Et les Échos, par exemple, ou les pages saumon du Figaro, peut-être que le journaliste n'a plus la marge de manœuvre qu'il avait avant, pour des raisons que j'ai expliquées, qui sont le temps et la capacité financière d'envoyer quelqu'un faire un reportage, etc., etc. Mais par contre, s'il passe un papier, même émanant de services de relations publiques dans ses colonnes, il y a toujours une validation qui s'opère. Donc je ne suis pas sûr que ça soit toujours le mot influenceur soit le bon mot, mais un peu validateur, j'ai envie de dire. Ça valide en quelque sorte le... Pour aller dans ton sens, on dit aujourd'hui, les éditeurs de livres disent aujourd'hui qu'un passage, par exemple, chez Laurent Ruquier, c'est pas du tout une assurance de vendre des bouquins. Contrairement à une certaine année, quand on faisait une télé, on était sûr d'en vendre 5 000, 10 000. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est plus le cas. En revanche, c'est exact. Moi, je souscris à ce que tu viens de dire. On cherche la validation par un expert, une marque reconnue. C'est-à-dire quand on travaille dans l'économie, on cherche un passage dans les Échos. Ouais. On cherche dans Le Monde quand on est un intellectuel. Enfin bref, tout à fait. Voilà. Et ça reste. Moi, j'organise des voyages de journalistes à l'étranger, et je vous promets, ce que veulent les gens qui nous reçoivent, c'est des gens qui travaillent pour Le Monde, pour Le Figaro, pour les grandes marques. Ouais. Parce que pour eux, c'est l'assurance d'un papier qui soit crédible aux yeux des différentes cibles qui les intéressent. Et c'est intéressant ce que tu dis. Tu dis, j'organise des voyages de journalistes à l'étranger. Ça, c'est quelque chose que moi j'ai vu débarquer il y a 25 ans dans les rédactions. C'est-à-dire qu'on nous proposait des voyages de presse clés en main. Alors évidemment, le problème, c'était de savoir t'acceptes ou t'acceptes pas, puisque bon, tu ne finances pas le voyage de presse. Donc d'une certaine façon, il y a un début où tu es acheté. Moi, je me rappelle très bien, la première chose, c'était après la chute du mur de Berlin, donc ça date pas d'hier. L'OTAN, donc les États-Unis en gros, invité des journalistes sur des voyages de presse en Europe vachement bien foutus. On faisait toutes les bases de l'OTAN en faisant à chaque fois une petite escale culturelle, c'était très tentant. Et la question se posait, est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas ? Moi j'ai dit on y va parce que de toute façon si on n'y va pas avec eux, on ne le fera pas nous, on n'a pas les moyens, et que de toute façon c'est toujours intéressant à voir, mais il faut avoir la capacité de prendre du recul par rapport à ce qui est montré et à dire bon, est-ce que je suis le sujet d'une opération de communication, etc., etc. Ce qui était l'exception à l'époque a tendance à devenir la règle. Et c'est là où ça devient compliqué. C'est comme moi j'ai une fois soumis l'idée qu'il ne fallait pas qu'il y ait un correspondant à l'Élysée et un correspondant à Matignon. Vous mettez un type, quelle marge de manœuvre il a, un type pour iTélé en l'occurrence, vous êtes là, vous dites deux fois un truc qui plaît pas, vous avez plus l'accès que vous aviez à tel ou tel conseiller. Donc moi j'ai dit on n'a qu'à changer le gars tous les jours. Ah bah non, bah oui, parce que sinon effectivement on crée une dépendance de fait. Le conseiller du président va dire ah bah non mais t'as entendu ce que t'as dit ce matin, ça va pas, c'est quoi ces conneries, on va filer un truc à un autre. De toute façon on sait comment ça se passe avec les agences de RP. Les agences de RP quand ils appellent un journal, ils disent j'ai un bon truc pour toi, tu me le mets où? Bon, voilà. Oui mais ça a toujours été. Ouais. Merci de vous présenter avant d'intervenir. Je m'appelle Muriel Nicolas. Non seulement bonjour, je m'appelle Muriel Nicolas. Non seulement Si, ça marche. Non seulement j'ai une agence de RP, mais je suis là en tant que membre d'Information, Presse et Communication, qui est une des deux plus grosses associations de responsables de RP en entreprise, en agence et en indépendante.
quand je vous entends dire, on vous appelle et on vous dit, tu me mets où le papier que je te passe, je ne peux pas vous laisser dire ça. Vous voulez que je vous donne des noms ? Ou alors vous travaillez avec des stagiaires, mais les vrais professionnels, elles font jamais ça. Elles vous appellent, elles vous donnent une information, elles travaillent éventuellement avec vous à voir s'il y a un angle qui correspond à votre média, et vous êtes dans la liberté totale de sortir. Madame, on a travaillé avec des dizaines et des centaines d'agences qui, effectivement, se comportent à peu près correctement. Mais vous savez très bien, moi j'ai travaillé pour des groupes, vous voulez les noms, où on m'a dit, vous voulez que j'appelle l'actionnaire. Donc, alors attendez. Non, mais ça c'est autre chose. Attendez. Là, vous parlez de quelques agences. Mais oui, mais elles existent. Mais attendez, mais je jette pas du tout l'opprobre sur la com. Ah mais non, mais attendez, vous m'avez très mal compris. Vous sentez pas attaqué. Je ne jette absolument pas l'opprobre sur la com, et je considère, au risque de vous surprendre, je considère que d'une certaine façon, la com va être amenée à devenir l'avenir du journalisme. Alors, expliquez-moi. Je m'explique. Les journalistes n'ont plus le temps. Je vous l'ai expliqué. Ils ne peuvent pas rédiger. Ce sont des anciens journalistes dans les agences de com qui rédigent. À eux maintenant d'avoir l'éthique suffisante, etc., pour faire un produit qui est bon. Maintenant, si vous me dites, ça n'existe pas, si vous me dites, Madame Anne Méo ne décroche pas son téléphone, si vous me dites, Monsieur Stéphane Fuchs ne décroche pas son téléphone, Madame, je ne sais pas quelle association vous présidez, mais à mon avis, il vous manque certaines données. Vous le savez très bien, mais vous le savez très bien. Mais oui, mais ça existe, madame, ça existe. Je suis d'accord, mais ce n'est pas la majorité. Je suis entièrement d'accord. J'ai travaillé avec. Est-ce que vous êtes d'accord ? Tout le monde est d'accord. Vous êtes tous d'accord. Tous les RP n'ont pas ce pouvoir de négociation, effectivement, si on peut appeler ça de la négociation. Non. D'ailleurs, on va revenir un petit peu. Je vous propose de revenir un petit peu au débat. Ce que j'appelle, ce sont des agents. Des agents. Moi, j'appelle ça des agents d'influence. Ce sont des agents d'influence. Mais je suis désolé, ils existent. Et en tant que journaliste, j'ai eu à traiter avec eux. Ça, madame, je vais pas vous dire que c'est pas vrai. On n'est pas en Allemagne de l'Est. J'ai eu à traiter avec ces gens-là. Comme j'ai eu à traiter avec des gens tout à fait. Et je suis désolé. Me dites pas que c'est pas vrai, que certaines agences disent, bon, voilà, on est une interview exclusive de machin, vous nous donnez quoi? Ah, mais Bidule nous donne plus. Mais moi, je suis l'agence de communication, je fais la même chose. Et je vais là où mon client est le mieux exposé. Me dites pas le contraire. Alors, je vous propose de passer à la deuxième partie un petit peu de ce débat. Justement, vous parliez du brand content et vous devancez un petit peu toujours mes présentations. Alors, d'après l'étude sur l'influence, on a donc interviewé 500 professionnels comme RP et marketing. On a voulu savoir quelle importance avaient ces trois tactiques dans leur métier. Les réseaux sociaux, la production de contenu et la relation influenceur. En orange, vous avez le marketing, en vert, vous avez la com et en violet, vous avez les RP. Je ne vais pas vous faire les chiffres un par un. Ce qui est très important de noter, c'est que vous pourrez le constater, quel que soit le corps de métier, si toutefois il y a encore des différences entre ces métiers, les notes sont vraiment très très proches. C'est-à-dire que vous soyez au marketing, à la com ou au RP, vous donnez beaucoup d'importance aux réseaux sociaux, à peu près 7,5, à peu près 8,3 pour la production de contenu et à peu près 7,5 aussi pour les relations influenceurs. Donc même importance, quel que soit le corps de métier. Et quand on demande, ok, donc la production de contenu, très important, 8,3 sur 10, de quel contenu on parle? Ce qui arrive en premier, pratiquement pour tous les corps de métier, ou en tout cas en moyenne, c'est la production de communiqués de presse. Et là, je me dis que déjà, vous receviez beaucoup de communiqués de presse de la part des RP. Si 82% des gens de la com s'y mettent et 62% des gens du marketing, je pense que vous êtes envahis. Donc, je vais continuer un tout petit peu la présentation, je vous poserai mes questions après parce que on va quand même répondre à la question du débat. J'aime bien répondre aux questions. Mais alors, qui sont ces influenceurs? On a posé la question au marketing, au RP et à la com. Et le classement est le même pour tous les corps de métier et arrive en premier, les journalistes. Donc oui, effectivement, les journalistes sont toujours considérés comme des influenceurs. Et avec un petit peu de retard, parce que le temps que mon cerveau se mettent en marche, quand vous me dites mais est-ce que les gens connus qui sont sur les réseaux sociaux, ils ont encore besoin de journalistes? Je pense que la réponse est oui, ne serait-ce que pour une question tout simplement de crédibilité et de légitimité. Et de validation, ce qu'on disait. Et de validation. Donc on revient exactement à ça. Et
Donc voilà un petit peu les résultats de l'étude. Donc que vous soyez toujours numéro 1, largement devant quand même si les blogueurs arrivent en seconde position, est-ce que ça vous rassure, ça vous étonne? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors déjà une interrogation, je ne sais pas ce que c'est qu'un blogueur. Parce que il y a une question qui est toujours toute simple, c'est de quoi vit la personne? On va être très vulgaire, on va être très trivial. C'est-à-dire que soit c'est une passion, elle est danseur mondain, gardien de phare ou sculpteur de grainerie, et à côté elle a une passion pour la parité euro-dollar et elle a le blog de référence sur la parité euro-dollar. Mais j'ai toujours été fasciné par cette attitude de blogueur. Alors soit ce sont des héritiers, ce qui est possible, des gens bien mariés en communauté de biens, ce qui est possible également. Sinon, c'est qui finance un blogueur? Il y a toujours cette question-là. Donc, parce que le problème, c'est, vous savez, il y avait une vieille interrogation dans les amphis en 1968, et d'où parles-tu, camarade? Là, c'est un peu la question, parce que moi, je suis un peu fasciné. Alors, il y a des gens qui ont une passion et développent plein d'intelligence dans l'animation. Tenir un blog qui ait de l'audience, c'est un travail. C'est un travail pourquoi? Parce qu'il faut être permanent. C'est un travail de chien, tu veux dire. Ouais. Oui, bien sûr. Il faut déjà trouver son segment, il faut être légitime, ensuite il faut répondre à son public, il faut ensuite être bien référencé. Et je vous rappelle qu'à moins d'1 million de visiteurs uniques par mois, vous ne gagnez pas votre vie en termes d'audience, de publicité, si vous n'étiez financé que par les gens qui fréquentent votre site. Et si vous avez un compte YouTube et que vous faites des vidéos, c'est pareil, c'est l'unité de compte, même si vos besoins sont modestes. Donc la question, c'est toujours effectivement qui finance, enfin, comment est-ce qu'on gagne sa vie. Et donc ça, c'est toujours intéressant, la notion d'un blogueur, c'est quoi, mais c'est financé comment? Question. Oui, sur les journalistes, sont-ils toujours des influenceurs? Et quand on voit effectivement que tout le monde répond à une majorité, les journalistes, je renvoie à ce que disait Mériadec, c'est-à-dire un journaliste aujourd'hui c'est quoi? Jamais le mot journaliste a recouvré autant de réalités différentes. Il y a quelqu'un qui effectivement est spécialiste dans son domaine, dans un petit journal. Il y a un journaliste qui fait du web depuis 2 ans en réécrivant des dépêches AFP ou Reuters. Il y a le grand journaliste spécialiste économie dont on guette effectivement la tribune et qui lui peut être perçu comme un influenceur. Donc je pense que quand on dit les journalistes, moi, ça me laisse sceptique. Par contre, ce dont je reste convaincu, et c'est ce qu'on disait à propos de la validation, je pense qu'il y a des choses qui sont vraiment beaucoup plus valorisantes que les autres. J'ai un copain qui, dans une grosse boîte, s'occupe des revues de presse et qui me dit qu'il a du mal à expliquer à son patron qu'un papier dans le Dauphiné libéré, c'est moins important qu'un papier dans le Wall Street Journal. Parce que son patron, le Wall Street Journal, il a plus de mal avec l'anglais. Et puis le Dauphiné libéré, ça lui parle parce que l'usine est sur le périmètre du quotidien. Donc tout ça, quand on dit les journalistes, moi je crois quand même que c'est beaucoup plus la marque que l'homme qui valide en quelque sorte. Je pense que l'époque des grands journalistes, remarquez, il y avait une époque, je me faisais la réflexion l'autre jour, quand j'ai commencé dans le métier, je me rappelle en presse écrite, les journaux se battaient et s'arrachaient des plumes. Mais ça n'existe plus, ça, aujourd'hui. Je crois que dans certains domaines, ça continue, il y a quelques dinosaures encore. Dans certains domaines, il y a toujours des prédicteurs au sein même de la communauté des journalistes. Peut-être, ouais. Et tu penses à quoi, là? Je pense par exemple à un domaine que je connais un peu, qui est les questions de défense. Il y a 2-3 vieux crocodiles là, qui traînent encore dans le marigot parisien. Non, mais je les connais bien. Et tu les connais bien, voilà. Oui, et ces gens-là ont encore, comment dirais-je, un pouvoir, je sais pas, c'est pas un pouvoir, c'est un... Oui, mais les Guinel et les Mercier existent. J'ai pas donné de nom, oui, moi. Mais je les adore. Ils existent parce qu'ils ont des blogs, mais t'as pas un journal qui va tenter d'aller débaucher. Regarde Mercier, il est où aujourd'hui? Il est à Marianne, l'Opinion. Bon, je veux dire, alors que c'est un super spécialiste, c'est l'un des meilleurs. Il y a une époque où les gens se seraient battus pour l'avoir. Guinel, pareil. Je crois qu'il y a plus... Ils ne sont plus, et je vais même aller plus loin, je crois que c'est horrible, je crois que l'ultra compétence est plus forcément recherchée. C'est vrai, on demande des généralistes aujourd'hui. On demande des généralistes, ouais. On demande un mec qui va faire du buzz, on ne demande pas un gars ultra compétent. Oh bah non, c'est compliqué là ce que tu nous dis. Ce que me disait un ministre une fois, on l'avait reçu en plateau, il disait c'est bien les médias aujourd'hui, vous nous dites allez expliquez-nous la chute de l'Empire romain, vous avez 30 secondes.
C'est un peu ça, quoi. Et on revient au début du débat, c'est la paupérisation de la presse, c'est-à-dire qu'il y a moins en moins de monde, et en fait les rédactions veulent au coup de sifflet quelqu'un qui fasse de la politique la politique intérieure, un peu de politique étrangère, et pourquoi pas au passage un gros sujet sur technique sur le voilà. Et de faire du web où finalement tu peux faire 17 feuillets si tu veux, parce qu'on va pas te dire ah bah non, il y a plus de place, alors que moi j'ai travaillé en presse écrite, quand on envoyait des journalistes et qu'on leur disait ah bah il reste un feuillet et demi pour toi, le gars il est à l'autre bout du monde, il a fait 6 feuillets, on lui dit bah tiens 6, faut que ça devienne 1,5, le gars il devient fou parce que c'est plus la même chose. Pour revenir sur la question des blogueurs, même si qu'est-ce qu'un blog, les blogs, ça reste quand même quelque chose de très 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 sensible, notamment chez les institutionnels. Les institutionnels ont très peur de ce qui peut être écrit sur les blogs. C'est un truc, moi je remarque assez régulièrement. Une info lâchée sur un blog, ça fait aussi peur qu'un papier il y a quelques années en une du Parisien, quoi. Aujourd'hui, c'est... Ah non, mais c'est pas le problème du support. Non, on parle d'influenceurs. Si le support a de l'audience. La seule question, c'est comment vit l'auteur du blog. Moi, évidemment que le blog, à ce moment-là, dès lors que c'est un support, que c'est un média et qu'il a une audience, il devient un interlocuteur qu'il faut envisager dans le paysage. La seule interrogation que j'ai, c'est comment on entretient et quel est son modèle économique. Est-ce que tu veux dire que certains sont manipulés ou J'en sais rien. Ah non, j'en sais rien parce que je pense qu'il faut faire du cas par cas, mais c'est juste de comprendre quel est son modèle économique. Par contre, c'est vrai que quand je vois des journalistes ayant des blogs, des journalistes en poste dans des grandes rédactions ayant des blogs, je pense que j'ai un souvenir d'un journaliste racontant un entretien en tête-à-tête avec un ministre important de la République dans un nuitamment, dans un salon. Enfin, il y avait tout un lyrisme autour du dîner. Bon, je pense que le journaliste a juste oublié une demi-seconde que s'il n'était pas éditorialiste politique dans ce grand hebdomadaire, il n'aurait jamais été invité à dîner nuitamment avec le ministre. C'est-à-dire que le blog n'est qu'un endroit où effectivement on n'a pas la place de placer des trucs. Tiens, tu vas le mettre là et ce sera très bien. Mais c'est-à-dire qu'il faut aussi garder à l'esprit que ce qu'est l'économie du système. C'est-à-dire que le blog peut être aussi un moyen de divertir ou en tout cas d'attirer un public qui ne serait pas venu spontanément jusqu'au kiosque parce que effectivement c'est une dimension. Mais là, à la limite, la promesse ou l'engagement est clair puisqu'on sait qui écrit et quelle est globalement l'économie du système. C'est génial que tu parles de l'économie du système parce que je pense que le blog dans les journaux est né à l'époque où, rappelez-vous, ce qui comptait, c'était ce qu'on appelait le page-vue. Ce qui aujourd'hui, d'ailleurs, tout le monde s'en contrefou. Maintenant, le page-vue, c'est plus un instrument de mesure. On a compris et vous rencontriez des gens qui vous disaient « Ah non, mais moi, j'ai 120 000 pages vues. » Oui, mais quel est le modèle économique de la page vue ? Zéro. Donc, ça, c'est des très beaux chiffres. Voilà. Donc, je pense que le blog était une façon, tout au moins en presse, comme tu dis, de passer les papiers dont on ne voulait pas dans le journal, de laisser ceux qui pensaient avoir un talent monstrueux pouvoir s'exprimer longuement. Et en plus, on en était content parce qu'on pouvait dire aux gens du web, ouais, mais ça fait de la page vue. De la page vue qui rapporte rien du tout. Alors, si on veut continuer un petit peu sur les blogs, il m'arrive de faire des tables rondes un peu comme celle-ci, mais pour le coup avec des blogueurs. Et ce que j'apprends, c'est qu'ils sont un peu à la croisée des chemins. C'est-à-dire que le blogueur a commencé, c'était un passionné, c'était pas un métier. Le soir, il rentrait chez lui, il avait un métier, puis il avait envie d'écrire sur les restos de sa ville ou sur n'importe quoi. Et du coup, il a eu un succès fou parce que il avait ce côté liberté de ton, pas obligé d'être objectif. Si c'était pas bon ce qu'il a mangé, boum, il le disait bien fort. Et ça a vraiment cartonné, je pense, dans le public, et ça a vraiment fait les heures de gloire du blogueur. Après est arrivé le moment, et on y est un peu maintenant, c'était même un petit peu ces 2 dernières années, où le blogueur s'est dit « Waouh, j'ai une super audience, comment je vais arriver à basculer pour justement en vivre ?» Et là, ça a été un peu compliqué parce que du coup, le blogueur s'est dénaturé. C'est-à-dire que la blogueuse sur le maquillage, au bout d'un moment, elle s'est fait payer plein de trucs par L'Oréal, machin. Donc, elle n'avait pas une liberté de ton aussi forte qu'au début. Donc, du coup, le public est parti. Et en fait, ils en sont vraiment à comment maintenant je monétise mon blog. Et ils n'y arrivent pas mieux. Enfin, si j'ose dire que les médias ou les journaux qui ont ce problème-là aussi. Hein. En fait, c'est comme un film d'un grand philosophe français qui a une très belle revue de presse, mais qui n'a pas fait d'entrée en salle. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une audience. Et Twitter, et d'ailleurs, parce que c'est amusant, parce qu'on a parlé de Twitter, le modèle économique des dirigeants de Twitter, si vous suivez l'actualité de l'économie numérique, vous avez vu qu'il y a eu quelques valses à la tête de Twitter, parce que le problème de Twitter, c'est l'infidélité et la schizophrénie des gens. L'infidélité, pourquoi ? Parce qu'ils changent, et la schizophrénie, c'est je veux un super
super média, hyper avec des fonctionnalités qui marchent tout le temps, qui me laisse plein de possibilités, mais s'il y a de la publicité, je vais le délaisser, je vais m'en aller. Le problème, et on revient, excusez-moi, toujours à ma trivialité primaire, mais comment je finance un média ? Jusqu'à présent, dans l'économie des médias, il n'y avait que 2 modèles économiques. Soit vous réunissez beaucoup de monde devant un écran au même moment, et là, vous avez besoin, ça s'appelle TF1 pour faire simple, c'est-à-dire que vous réunissez beaucoup de gens en ayant un public large et consensuel pour leur présenter un programme, et vous dites aux annonceurs, moi voilà, je réunis de 7 à 77 ans et donc je finance des espaces publicitaires, c'est un des modèles. Et l'autre modèle, qui était le modèle par abonnement, c'est Canal+. Vous aimez la corrida, le football, le porno et un peu d'autres loisirs, et effectivement, vous pourrez, et vous serez moins nombreux, mais vous allez payer un abonnement, et ça fonde un modèle économique. La seule chose, effectivement, avec la logique aujourd'hui d'Internet, c'est qu'à un moment, les gens sont zappeurs, les gens sont ingrats, les gens sont... bref, ce sont des humains. Et donc, le problème, c'est que là où avant, c'était effectivement une démarche que de changer de support, là, rappelez-vous que pour la plupart d'entre eux, ils ne sont pas rentrés dans le site Internet en question par la composition de l'URL en haut. Non, ils ont mis dans leur moteur de recherche favori les mots qui les intéressent, telle recette de cuisine, comment partir à Corfou à pied, comment je guéris ce panari, enfin bref, des choses tout à fait essentielles au moment qui les concerne. Et ce n'est que le savoir-faire de l'indexation qui va faire remonter dans les résultats. Et là, c'est pas forcément le site le plus installé, créé depuis, en tout cas la revue, c'est pas la revue la plus établie, déjà, c'est celui où qui se sera organisé pour être le plus visible possible. Et vous savez, il y a cette désormais vieille blague américaine qui dit où est-ce que je peux cacher le corps de quelqu'un que je viens de tuer ? On lui dit tu le mets en page 2 des résultats de Google, personne n'y va. Et ben ça c'est un peu ça. C'est-à-dire que si effectivement les gens font leur sélection dans les premiers résultats de recherche, effectivement, et ça donnera une prime à celui qui aura su écrire sur ces sujets-là, parce que les gens vont chercher la réponse ponctuelle à leurs questions, et ne sont pas, et c'est ce qui fait la mort annoncée des directeurs des programmes, c'est-à-dire quelqu'un qui fait une grille, qui commence le lundi matin à 6h et qui finit le dimanche soir à 2h du matin. Je fais une belle grille pour une saison, elle est bien figée, elle est bien posée. Aujourd'hui, vous avez des gens qui, à un moment de la journée ou de la semaine, veulent accéder à une information qui leur semble importante. En France, à 95%, ils vont chez Google. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien ? En tout cas, c'est comme ça. Et ils vont mettre, effectivement, les mots-clés de leur envie, avec les fautes d'orthographe d'ailleurs qui vont avec, qui fait que si vous êtes référencé, vous, en utilisant les bons mots, si ça se trouve, vous serez pénalisé, parce qu'il s'avère que la majorité des gens écrivent Mitterrand avec un seul T ou un seul R, et que, donc, moralité, il vaut mieux mal l'écrire, parce que c'est comme ça que nos compatriotes, enfin, nos internautes francophones le font. Et donc, vous allez vous apercevoir que celui qui a raison, c'est effectivement celui qui parle avec la masse. Et juste pour finir là-dessus, ça récompense les gens qui sont déjà connus. Pourquoi ? Parce que si on fait cette analogie, c'est-à-dire que si par exemple vous montrez à quelqu'un qui n'aurait aucune culture, vous lui montrez à un moment la Joconde parmi d'autres tableaux de femmes, plus souriantes, plus dénudées, un peu plus glamour, il n'est pas sûr du tout, s'il n'a pas le contexte culturel, qu'il désigne la Joconde comme étant un chef-d'œuvre de l'humanité. Pourquoi ? Parce que nous le désignons comme chef-d'œuvre de l'humanité au regard de ce que l'on connaît, de toute la culture de Léonard de Vinci. Est-ce que c'est un homme ? Est-ce que c'est une femme ? Est-ce que, etc., etc. Est-ce qu'elle avait la syphilis et c'est pour ça qu'elle se cache les dents ? Bref, ce genre de choses. Mais la question, c'est, j'ai une connaissance qui me permet de sélectionner. Si à partir du moment où vous n'avez pas cette connaissance originelle, vous cherchez une femme souriante, un peu dénudée, un peu glamour, c'est elle qui aura la primeur et qui sera désignée chef-d'œuvre de l'humanité, ce qui est normal, parce que les gens vont se mettre sur des critères externes. Alors, ce que tu dis, c'est fondamental, ça rejoint ce que disait Mériadec, c'est-à-dire tu parles de si tu n'as pas la connaissance pour décrypter, cette connaissance pour décrypter, normalement, c'était le rôle qui était imparti aux journalistes. Or, on en revient à la question du journaliste. On a parlé du blogueur. Qu'est-ce qu'on est en train de dire sur le blogueur ? On est en train de dire que l'interface entre une information et le lecteur ou l'opinion, c'était et ce devrait encore être le journaliste. Or, le blogueur dit non, ça peut être moi. Non, c'est pas vrai, je suis pas d'accord, parce que c'est un métier. C'est un métier qui s'apprend et moi je vois qu'il y a une négation petit à petit du journaliste. Il faut dire qu'il a fait ce qu'il fallait pour ça. Un exemple très simple, c'est avec les présentateurs en télévision. Vous avez aujourd'hui tout un tas de présentateurs, je donnerai pas de nom, qui se laissent entendre, qui laissent entendre qu'ils sont journalistes, ils ne le sont pas. J'ai travaillé sur une émission récemment où il y a une présentatrice charmante au demeurant, mais qui n'est pas journaliste.
et qui, parce que dans l'émission à un moment il faut créer quelque chose, était allé interviewer un ambassadeur d'un pays où il s'était passé quelque chose d'important. Et il y avait des journalistes dans cette émission, mais c'est pas à ces journalistes qu'on a confié cette tâche d'aller interviewer l'ambassadeur, c'est à la présentatrice parce que ça le fait mieux. Parce qu'on la connaît, parce que le téléspectateur la connaît, etc. etc. Mais c'est la négation même du rôle du journaliste. J'ai pas la réponse à ça, j'ai pas de jugement très précis là-dessus, mais je le constate. Je dis simplement que bon, voilà. Maintenant, mais quand on dit tout le monde journaliste et quand tout le monde s'est enthousiasmé avec le journaliste citoyen, alors moi, ça m'enthousiasme pas, ça me fait me bidonner le journaliste citoyen, parce que le journaliste citoyen, c'est le bar PMU à 9h du matin. Hein. Ouais, t'as vu machin, voilà, c'est ça le journaliste citoyen. Donc. Et je pense qu'Internet, de ce point de vue-là, moi je pense qu'on est encore dans le tamis là, et qu'il va se passer des années, et qu'à un moment il ne va pas rester grand-chose hein, quand on va regarder au fond. Ouais, je partage tout à fait ce que tu dis. Et chez les blogueurs, par exemple, aujourd'hui, il faut pour faire la distinction, il faut savoir si ce sont des journalistes qui sont blogueurs, ou si le blog appartient et est animé par un journaliste, ou si ce sont des blogueurs qui sont animés par des gens qui font plein de métiers pour lesquels il n'y a pas de problème, mais qui ne sont pas journalistes. Ou même des grandes sociétés. Il y a des grandes sociétés du CAC 40 qui financent des blogs. Qui sont assez bien foutus. Bon, ce sont des blogs orientés, évidemment, pour promouvoir dans l'armement, tu connais, mais les trucs sont bien faits et c'est fait par des vrais professionnels. Alors, je voudrais vous poser une dernière question, celle qui pique le plus sûrement, puisque c'est bientôt la fin. Vous parliez des blogueurs, moi je travaille pas mal avec eux pour ma société. Ils sont assez directs aujourd'hui, justement parce qu'ils ont un problème pour se financer. En clair, ils me disent « Ok, je te fais ton billet ». Mais est-ce que tu me prends de la pub? Est-ce que tu me prends... voilà. Bon, vous connaissez un petit peu la chose. Est-ce qu'aujourd'hui, dans vos éditions, est-ce que vous sentez que la frontière entre publicité et édition est un petit peu plus poreuse? Est-ce que ça peut marcher comme ça aussi? Ou est-ce que vraiment vous restez... ou alors, en tout cas, c'est ce que vous dites, mais c'est pas ce qui se passe? Ou est-ce que vraiment, il y a toujours cette frontière entre pub et rédaction? Enfin, voilà, comment ça se passe dans vos rédactions? Moi, je peux répondre assez facilement à ça. Je me suis fâché avec plusieurs grandes sociétés de la place parisienne parce que j'ai pas accepté de relayer les informations à la suite d'un marché publicitaire, quoi. Donc voilà, mais c'est très très compliqué parce que les modèles économiques, en particulier de la presse écrite, ne résistent pas si vous n'avez pas de publicité. Quelqu'un de beaucoup plus connu que moi, l'entreprise, ils ont fermé la clé sous la porte. Ils vendaient dans les années 90 15 000 balles une page de pub. Aujourd'hui, il y a 5 ans, ils la vendaient 0, 1 euro, 2 euros, 10 euros. Bon, et ils avaient financé leur diffusion en kiosque avec la publicité, la diffusion appelant la publicité. À partir du moment où vous avez plus de publicité payée, vous êtes mort. Donc c'est très compliqué. Et après, je crois qu'il y en a ceux qui arrivent à jouer le jeu sont en survie. Et puis on peut aussi parler des très très grands titres de presse. Alors là, c'est encore un autre sujet. Peut-être que vous en parlerez mieux que moi, mais il y a parfois certaines connivences assez dérangeantes. Je vais donner 2 chiffres pour donner un ordre d'idée. J'ai travaillé au Journal du Dimanche, je suis rentré en 1989 à l'époque. Le journal tirait à 400 000 exemplaires et son financement était assuré à 95% par la vente. C'est-à-dire qu'en gros, c'était le lecteur qui finançait le journal. Je suis parti 20 ans après, le journal ne tirait plus qu'à 200 000 exemplaires, il avait perdu à peu près la moitié. Et son financement était assuré à 90% par la pub et seulement à 10% par la vente. Pourquoi ce changement? D'abord parce que 20 ans plus tôt, la pub, on s'en occupait pas. Il y avait juste un type qui, entre 2 parties de golf, essayait de vendre un emplacement publicitaire. Charmant bonhomme, mais pas très efficace. Et 20 ans après, effectivement, c'était la pub qui assurait vraiment la vie du journal. Ça posait toutes les questions que tu soulignes. Alors moi, j'étais plus pragmatique. Il est évident que dans les pages, par exemple, culture, moi je pense qu'elles étaient à 80% dictées par la pub. C'est-à-dire que tu faisais une critique sur un film, tu avais une pub pour le film. Après, la marge de manœuvre du journaliste, je te laisse imaginer. Les films, alors après, par exemple, le Festival de Cannes, je me rappelle qu'il y avait un gros sponsor de produits de beauté, mais avec des montants mais colossaux. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu dis non, prends rien de tout ça, et puis bon, tu vires 3 journalistes.
Donc il y avait ça. Après, en économie, il y avait effectivement. Moi, je pense qu'à partir du moment où tu n'as pas ton indépendance financière, bon bah c'est fini. À partir de là, tu ne peux faire que des arrangements. Plus ou moins. C'est pour ça que moi je fais une distinction entre la pub et effectivement ce que peut être la com et comment la com peut nourrir un journal avec des choses intelligentes. Et ça, je reste convaincu qu'il y a des choses qui peuvent être faites de manière intelligente en com et que on peut. De plus en plus, avec ce fameux brand content. Non, pas forcément le brand content. Pas forcément le brand content. Je vais donner un exemple très simple. Il y a une agence sur la plage de Paris qui a des moyens et qui a embauché un type qui sortait d'une école de journalisme et qui trouvait pas de boulot, qui donc est allé dans une agence de com et qui s'y occupe de toutes les questions des EGM. Bon, il n'y a plus. Alors évidemment pour des clients, ça, faut être assez clair là-dessus. Il n'y a pas beaucoup dans les journaux actuellement de spécialistes des EGM. Et ce type, très souvent, a des discussions avec des journalistes, tente de leur expliquer les problématiques, leur fournit du contenu. Bon, évidemment, c'est aux journalistes de prononcer ces arbitrages et de voir un petit peu, de ne pas être un objet d'influence. Mais je pense que cette relation-là, et c'est la question qui se pose aujourd'hui, c'est la question de cette relation-là. Alors, le modèle est particulier parce qu'il est sur abonnement, donc effectivement, par contre, il admet le fait d'avoir des diffusions restreintes, donc l'influence se fait effectivement sur une communauté de lecteurs qui est plus limitée. La seule chose, c'est qu'en fait, c'est pour ça que j'insistais très lourdement sur la compréhension du modèle économique. Le problème ce qu'on appelle en bon français, donc avant ça s'appelait les publics rédactionnels, ça s'appelle maintenant du native advertising, ce qui est beaucoup plus moderne, mais qui recouvre exactement la même chose. La seule chose, et j'insiste là-dessus, c'est que vu du lecteur, quand vous consommez du média sur un petit écran, votre smartphone, sur une tablette, vous n'êtes pas forcément, autant quand j'évoquais les suppléments des démocraties africaines dans les news magazines, en général, la mise en page est quand même différente, la typo, voire la qualité du papier peut être différente. Là, très sincèrement, il faut avoir l'œil du praticien, de l'expert, parce que il y a souvent la mise en page, la typo ne distingue pas l'article. Et donc, effectivement, le lecteur n'est pas forcément éclairé, informé du fait qu'il est en train de lire un article sur un sujet. Deuxièmement, le fait, et là je reviens sur mes moteurs de recherche, désolé, mais c'est une préoccupation, effectivement, comme c'est un article qui est inséré dans le flux éditorial d'un support, il est considéré comme étant un contenu du support. C'est-à-dire que le moteur de recherche ne lui fait pas la différence. Et donc, effectivement, dans les sources d'information, il mettra exactement au même niveau que tout autre article indépendant publié dans le cadre du support en question. Donc, pour moi, c'est un peu, c'est l'EPO des médias. C'est-à-dire que ça soulage sur le moment, ça doit donner, mais je suis pas sûr que ça fasse des vieillards très vigoureux. Parce que, effectivement, le problème, c'est qu'effectivement, c'est immédiat. Pourquoi ? Parce que vous vendez une prestation, alors on peut avec une clause d'audience éventuellement, mais bien titré et pas forcément signalé comme tel, le papier pourra faire de l'audience comme sous réserve que le sujet intéresse et suscite l'intérêt, mais effectivement on va quand même être dans un domaine où au fur et à mesure, si les gens s'aperçoivent au bout d'un moment, il y a ce côté un peu un peu d'être leurré, parce que vous payez deux fois, vous payez éventuellement si vous payez un abonnement, et le fait qu'on vous ait un peu trompé sur la sincérité ou en tout cas l'origine du propos qui vous est présenté, et donc ça contribue pas, alors c'est pas encore visible, c'est pas forcément encore conscient de la part du lecteur, mais ça contribue pas à la valorisation, à la montée en gamme de ces marques. Gardez à l'esprit, c'est comme pour l'alimentation, il vaut mieux payer pour ce qu'on a et être exigeant comme client sur ce qu'on a, le financement strictement publicitaire, mais effectivement à la dépendance de celui qui est le véritable commanditaire, c'est-à-dire le sponsor, l'annonceur. Et donc moi, je crois beaucoup en termes à la capacité à ce que les gens, effectivement, à un moment, payent pour de l'information, comme ils payent quand ils se sont aperçus que s'ils avaient un saumon fumé à 3 € le kilo, ils avaient certes du saumon fumé, mais a priori, d'un point de vue biologique et d'un point de vue alimentaire, il n'est pas totalement certain que ce soit très bénéfique pour la santé de le consommer régulièrement. Là, c'est pareil pour l'information. L'information, qu'elle ait un prix, ça lui permettra d'avoir une valeur. Je voulais pas. J'ai l'impression qu'on est assez négatif. Moi, je veux dire, c'est pas. Ouais, non, mais bon, c'est.
c'est pas toujours aussi manichéen, c'est-à-dire que parfois, par exemple, dans un grand quotidien national, le Figaro, pour pas le citer, vous avez des cahiers entiers de pub rédactionnels qui sont payés par, on va dire, par la Russie. Voilà, je cherchais le terme, c'est la Russie. Bon, quand vous connaissez les journalistes du Figaro, il y en a qui tapent sur Poutine dans chaque article. Ça, il y a aucun problème. Ça les empêche pas de continuer à taper sur Poutine. Donc, vous voyez, il faut aussi relativiser. Deuxième exemple. Comme tel, donc il n'y a pas de problème. Si effectivement le lecteur est capable de faire la différence. Deuxième exemple qui est arrivé, vous avez pu le lire. Lorsque Volkswagen a eu ses démêlés aux États-Unis avec les autorités américaines, les objets américaines, en France, il y a un petit malin de chez Volkswagen qui a proposé une page de pub en contrepartie de faire passer à la trappe le papier sur l'actualité Volkswagen. Bon, bah ça s'est retourné directement contre l'envoyeur. Donc, vous voyez, c'est pas toujours, voilà, c'est des exemples qui n'arrivent pas tous les jours, mais je pense qu'on peut toujours faire son métier correctement, honnêtement, professionnellement, malgré le besoin de compenser le fait qu'on a fait croire au lecteur qu'on pouvait avoir de la formation gratuite et que c'est juste pas possible. Alors, juste si vous permettez, on va laisser la parole à la salle.